Donc la première présentation, c'est un plaisir d'avoir Martial Petit pour ça ici aussi, puisqu'on le voit souvent pour les semaines créativité à IMT Minales. Je laisserai Martial se présenter lui-même. Il vient de chez Airbus Hélicoptère et il va nous parler de ergonomie de l'activité, comment préserver santé et productivité. C'est à toi, Martial. Merci Pierre, merci à tous, merci à l'IMT de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de venir. Je viens très souvent à l'IMT Minales, notamment pour la mission de terrain. C'est un projet génial, donc je suis très content d'être là. Donc, parler d'ergonomie, mais je vais surtout vous faire un petit rappel sur ce que c'est réellement l'ergonomie, puisqu'il y a plein de gens qui pensent que c'est seulement mettre un joli fauteuil, une souris qui va bien, etc. etc. Moi, j'appelle ça de l'ergonomie de catalogue. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment ce que c'est que l'activité et comment se positionne l'homme, la femme, l'être humain au travail à travers cette activité. Alors, déjà, on va expliquer qu'il y a deux façons d'envisager le travail. La façon prescrite, donc là, les ingénieurs, même s'ils font plein de choses pour améliorer les conditions de travail, là, ce sont quand même des prescripteurs. Et puis, il y a le travail réel. Donc le travail prescrit, c'est trois choses: des conditions déterminées, des tâches à effectuer, et ensuite des résultats qui sont anticipés. Donc ça, c'est une prescription classique, quelle que soit l'activité, soit une activité manuelle ou intellectuelle, c'est pareil. Et le travail réel, bah, c'est les conditions réelles dans lesquelles ça va se passer. L'activité de travail, on verra la différence avec les tâches, et puis les résultats effectifs. Et on va bien voir qu'il y a des différences et qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'être humain au travail. Donc l'activité, les tâches d'abord, c'est une action. Et on va répéter tout un nombre d'actions les unes après les autres. Et ça va être un nombre de performances qui vont être exigées au départ, des équipements disponibles, des procédures prescrites et un environnement de travail qui comprend toutes les conditions, l'éclairage, la température, etc., etc. Et l'activité, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, ça va faire appel à des compétences qui vont être plus ou moins celles qu'on demande a priori à l'opérateur ou à la personne qui travaille pour faire son travail. Des procédures utilisées par rapport aux procédures prescrites, des régulations individuelles, et puis des postures. Alors, deux façons de voir la posture: se positionner par rapport au travail, ce qu'on comprend du travail, et ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. C'est une posture plutôt intellectuelle. Et puis, pour faire le lien avec ce qu'on va voir dans la suite de l'après-midi, bah, les postures physiques qui vont être contraintes par l'activité et par l'environnement de travail. Juste pour faire un peu de philosophie, hein, mais très très peu, l'action a un début et une fin repérables. Elle peut être identifiée, imputée à une décision soumise à une raison. Donc ça, c'est une définition du philosophe Yves Schwartz, qui a été mon professeur quand j'ai fait mon diplôme d'ergonomie. Et l'activité, c'est un élan de vie, de santé, sans borne prédéfinie. On ne sait pas ce qu'on va engager comme santé, comme activité, quand on commence quelque chose. Qui se synthétise, croisez-nous tout ce qui se représente séparément, le corps, l'esprit, etc., etc. Le travail prescrit, c'est d'abord ce qui est défini à l'avance, donc par les ingénieurs, par l'entreprise, et donné à l'opérateur au sens large, à la personne qui exécute, pour organiser c'est important, et réaliser son travail. Je ne reviens pas dessus, des procédures, des normes, de plus en plus, on en rajoute à chaque fois de plus en plus, et la motion capture va donner des nouvelles normes, comment on capture, dans quelles conditions, ça va être des nouvelles normes à intégrer, et puis des outils, du matériel, des moyens qui sont mis à disposition. Et il y a toujours un écart. Quoi que vous fassiez, même les meilleurs ingénieurs du monde, même s'ils ont pris toutes les belles captures du monde, à un moment, il y aura un écart, parce que derrière, il y aura un être humain qui va faire quelque chose. Et l'IA, il peut, cette fois-ci, pas grand-chose, en tout cas aujourd'hui. Et les écarts, ça va être sur quoi? Bah, sur la façon de faire, sur les modes opératoires,
Sur les objectifs, on ne tiendra pas nécessairement toujours les objectifs qui étaient prévus. Les résultats, bah, ça sera peut-être un peu moins en quantité, en qualité, en délai tenu. Et puis ça va aussi jouer sur les savoirs et compétences, en positif et en négatif. Alors quand c'est en positif, bah, il faut le prendre en compte pour le remettre dans la prescription. Et si c'est en négatif, eh ben, il faut corriger. Ce que je vous présente là, c'est l'outil qu'utilisent tous les ergonomes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ou s'il y en a qui sont intéressés à l'ergonomie. C'est le schéma aux 5 carrés, qui est ce qu'on appelle aussi l'approche systémique. En gros, ça veut dire l'entreprise donne de la technique pour faire, organise tout ça. Donc je ne rentre pas dans le détail, hein, vous pouvez le lire et puis vous connaissez tout ça par cœur. Et puis il y a les déterminants humains, individuels, comment sont les gens au travail individuellement, en termes de compétences, d'envie de faire, d'autonomie, de technique, de relationnel. Et puis, on ne travaille jamais tout seul. On travaille dans un collectif, on travaille avec des collègues, avec un environnement de hiérarchie, de personnes qui interviennent de temps en temps dans notre activité. Il faut que tout ça fonctionne. Si tout ce qui est en haut dans le premier carré est parfait, et si les opérateurs individuellement et collectivement sont au top de leur forme, de leurs compétences, de leur envie, etc., etc., tout va marcher parfaitement. Et donc, il n'y a plus besoin de se poser des questions. Sauf, évidemment, qu'il y a le travail humain, le travail réel, et là, ça pose des problèmes. Des problèmes en quoi? En termes de, pour l'entreprise, de sécurité, de qualité, de coût, de délai, de satisfaction du client, et puis aussi par rapport à l'aéronautique, des exigences par rapport aux autorités. Dans l'aéronautique, on est sujet à l'EASA, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous autorise, en gros, à faire voler nos hélicoptères. Si ce qu'on fait n'est pas conforme, bah évidemment, ils ne vont pas nous autoriser à faire voler nos hélicos. Et vous voyez dans l'actualité récente, Boeing est en très 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 grande difficulté. Et il va falloir qu'ils se remettent un peu bien, sinon ils vont un jour ou l'autre fermer la boîte. Et puis il y a aussi des effets sur l'humain, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en termes de santé, TMS, RPS, on en a parlé, en termes de compétences, parfois ça va les augmenter parce que se débrouiller pour faire avec ce qu'on nous donne quelque chose de cohérent, ben ça va faire augmenter les compétences, puis des fois on va les perdre parce qu'à force de travailler avec des mauvais outils, des mauvaises procédures, des mauvais documents, on va perdre la compétence qu'on a au départ. Et puis le bien-être au travail, bah, tout ça, bien sûr, c'est lié, parce que si on est tout le temps soumis à des choses qu'on n'arrive pas à faire comme la norme nous le demanderait, bah, c'est compliqué à vivre. Ce qui est important, c'est que dans l'aéronautique, et je pense que c'est dans toutes les organisations industrielles, identiquement, on considère que si l'interface technique est robuste, c'est-à-dire que tout ce qu'on donne pour faire est très costaud, ça va permettre d'éviter les erreurs. Si l'organisation n'est pas trop mal foutue, ça devrait permettre aussi de réduire les erreurs. Et puis évidemment, il y a les facteurs personnels, le facteur humain dont on va parler aussi cet après-midi. Bah, c'est la barrière la plus faible pour éviter les erreurs. L'humain est faillible tout le temps. Si la technique permet d'éviter de faire une erreur, bah, l'erreur ne sera pas faite. Et ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Une autre façon d'aborder les choses, donc la ZBO, vous allez vite voir à quoi ça correspond. Donc, on va parler du prescrit, dont c'est tout ce qui est conforme aux règles et aux procédures. Il y a un début et une fin de l'activité, et vous avez compris que l'activité, bah, c'est pas suivre le prescrit de A à Z. À la fin, on tombe sur nos pattes, mais on passe par un chemin qui est un peu particulier. Et ce chemin, c'est le travail réel. Le travail réel, c'est une espèce de zone de bazar ordinaire. Et on en tient assez rarement compte. Ce dont on tient compte, c'est quand il y a un écart par rapport à ce qui devrait être produit. Et là, cet écart-là, bah, du coup, on va avoir une non-conformité, un incident, un accident, quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc là, on va le signaler. On va corriger à ce moment-là, ramener ça dans le prescrit, mais on va oublier la part importante, la part du milieu, qui est la mise en œuvre de l'intelligence des opérateurs. Et
donc le prescrit, c'est des savoirs institués, qu'on a appris à l'école, qu'on a appris par formation. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on va récupérer des nouveaux savoirs institués. Mais dans le travail réel, ça va être des savoirs investis. Ce que j'ai appris, ce qu'on m'a montré, ben, je vais l'appliquer réellement. Et en l'appliquant réellement, ben, je vais m'engager physiquement, intellectuellement, pour pouvoir réaliser quelque chose de cohérent en essayant de ne pas abîmer ma santé. Pour finir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et du coup j'ai été au plus rapide, un prescripteur, un ingénieur, pourquoi pas, qui travaille dans une entreprise qui fabrique des gamelles pour les chats. Après avoir eu 3 gamelles, il a donc imaginé que dans le premier chat va venir, dans le deuxième chat, et dans le troisième chat. Bah, dans la vraie vie, il y en a qui ont compris. Voilà ce qui se passe. Mais dans le travail, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on donne plein de choses à faire pour les personnes. Et puis en vrai, bah, on se comporte comme des chats parce qu'il faut se débrouiller avec ce qu'on nous donne. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ergonomie. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci Martial pour cet exposé parfaitement dans les temps et avec une délicatesse féline qui te caractérise. Et on peut parler de tout ça dans une boîte très sérieuse avec beaucoup d'humour. Any question? Bonjour, merci pour cette présentation très pédagogique, c'est parfait pour moi. J'avais une question. Est-ce qu'il y a vraiment une limite très claire entre la zone de bazar et la zone de risque élevé, ou finalement c'est une zone grise parce que ça évolue, parce qu'il y a peut-être un temps le risque, on ne le voit pas peut-être tout de suite? Oui, alors c'est une représentation un peu, pas humoristique, mais en tout cas très pédagogique et très simplifiée pour que les gens comprennent ce que ça veut dire que le travail est. Mais effectivement, le moment où l'opérateur se met en danger et éventuellement peut amoindrir les risques qu'il prend pour ne pas rentrer dans la zone de risque déjà avéré, bah c'est là où c'est flou. Évidemment, le but, et l'ergonomie sert à ça, c'est de capter le travail réel et de faire en sorte que jamais, en tout cas le moins souvent possible, l'opérateur ne passe pour sa santé dans la zone rouge. Et donc dans cette zone-là, bah, il a des marges de manœuvre, il peut faire des choses, il sait jusqu'où il peut aller, et bien sûr avec un objectif, c'est que la productivité soit au rendez-vous. On ne fait jamais tout pour la santé ou tout pour la productivité. Si on fait tout pour la productivité, on est sûr qu'on va mettre en danger la santé des opérateurs. Et si on fait tout pour la santé, on va faire comme les boîtes américaines, on va mettre des baby-food, des œufs, mais ça ne résout rien. On fait semblant, et puis après, quand les gens travaillent, ils se font du mal aussi. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Et celui qui est le plus à même de maintenir cet équilibre, bah, évidemment, c'est la personne qui est au travail et qui sait moduler entre ce qui est réellement faisable et puis ce qui est à la limite du danger pour lui-même et aussi pour la productivité. Autre question? Pour passer de top à bot, c'est-à-dire pour inverser, pour que le personnel devienne le point fort, c'est quoi? C'est la formation? Allez, oui, effectivement, la seule façon de transformer un être humain, peut-être que l'IA va proposer plein de choses en rajoutant des capteurs partout à l'intérieur des gens, peut-être. Mais sinon, effectivement, c'est la formation, la sensibilisation, être à l'écoute. Un ergonome qui passe la moitié de son temps à entrer en relation, en interaction avec les gens qui l'observent. Moi, je fais ça très souvent. Et on discute beaucoup du travail, mais en fin de compte, de ce que la personne ressent du travail. Et effectivement, pour que on réduise l'erreur, bah, c'est de former les gens. Alors, on a un sujet dans l'aéronautique qui est très important, c'est les Foreign Object Damage, les FOD. Donc c'est un petit objet
qui peut, s'il est dans un endroit délicat de la machine, faire cracher la machine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on est en train de mettre en place des programmes de formation où on va faire un peu de théorie, mais sur de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et le dispositif déployé, c'est les opérateurs eux-mêmes qui l'ont créé. Parce qu'ils savent, eux, les erreurs qu'ils vont peut-être commettre et comment apprendre à ne plus les commettre. Donc la formation, l'auto-formation, l'expérience, effectivement, pour passer de top à bot. Merci Martial. Merci pour vos questions. Et pendant les petites... Oula, oui, le requin est là. Pendant les petites pauses, on pourra continuer à échanger. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je rappelle à... Oui.